Aujourd'hui, je reçois Audrey Dana, actrice, scénariste, réalisatrice. Elle s'est essayée au théâtre, au cinéma, et elle a mis du temps à s'essayer à l'écriture, avec un premier livre, Famille, sorti en 2019, qui sera le fil rouge de notre échange du jour entre héritage et transmission pour ce nouveau numéro de Nom du Clan. Audrey, bonjour. Bonjour. Je le disais en préambule, donc il y a une brillante carrière derrière toi d'actrice, de comédienne de théâtre, de réalisatrice. Mais tu as mis beaucoup de temps à parler de toi, à te livrer intimement à travers l'écriture, avec ce premier roman qui est une autofiction, sorti en 2019, qui s'appelle Famille. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le M entre parenthèses dans le titre. Donc si on sort le M, ça fait faille. Et ce qui m'intéresse avec toi aujourd'hui, c'est d'analyser justement en quoi nos failles, nos héritages, même s'ils sont parfois douloureux à assumer, nous construisent et nous rendent plus forts. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de ce processus d'écriture et de comment t'en es venu à te raconter, malgré la fiction qui quelque part protège un peu le récit? Alors, je n'aurais jamais osé écrire un livre. Vraiment, j'étais considérée dans ma famille comme la saltimbanque. Vraiment, voilà, j'avais mes sœurs qui lisaient des bouquins, mes sœurs qui maîtrisaient la langue française bien. Et voilà, j'étais vraiment la saltimbanque. Donc, j'étais pas du tout destinée à écrire de livres. Et puis, j'avais jeté des idées sur un papier. Enfin, c'était pas jeter des idées, c'était plutôt jeter des bouts de vie sur un papier, sans doute plutôt pour m'en débarrasser, plutôt pour exorciser ça que pour en faire quelque chose. Et un jour, on m'a offert une carte blanche au théâtre en me disant, voilà, tu peux faire absolument ce que tu veux. La seule règle, c'est que dans 2 mois, tu dois être sur scène. C'était complètement fou. J'ai fait les affiches avant même d'avoir commencé à écrire. Et comme la seule chose que j'avais sous la main, c'était ces bouts de texte, que je travaillais avec une co-auteure, Muriel Magellan, qui allait me co-mettre en scène également, on s'est dit, en parlant avec le producteur, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de ce matériau-là? Et puis de ces livres à elle, qui est une auteure brillante. Ces textes-là sont devenus Indocile, la pièce de théâtre que j'ai jouée pendant une centaine de représentations, qui a été un grand succès. Et des éditeurs sont venus me voir suite à ce succès et m'ont dit, on voudrait que tu écrives ton histoire. Ma réponse a été non, puisque j'étais pas légitime à le faire, puisque c'était moi la saltimbanque, je pouvais pas être auteur. Et ils m'ont convaincue. Et du coup, j'ai eu le courage, grâce aux éditions des Équateurs, grâce à mes éditrices, de me poser et de faire confiance à ma plume, sacrément aidée quand même par elles. Et elles m'ont aidée à structurer, elles m'ont fait tomber beaucoup de mots. Sans elles, le livre serait nul, soyons clairs. Est-ce que ce travail, ce processus d'écriture t'a aidé à conscientiser différemment ton héritage, à comprendre des moments de vie, des situations dans lesquelles tu t'es construite, des croyances dans lesquelles tu t'es enfermée? Évidemment que l'exercice de l'écriture du livre m'a permis de comprendre plein de choses sur ma vie, mais je dois dire que même en écrivant et même en nommant les choses, ça suffit pas en fait. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, pour rentrer dans ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. J'ai compris que, en quittant la maison à 17 ans, je pointais du doigt mes parents en disant « Oh là là, n'importe quoi, maman, ça c'est pas bien, papa, ça c'est n'importe quoi ». Et puis que je me suis construite persuadée de savoir mieux qu'eux, pour finalement me rendre compte, à peu près à partir de l'âge de 40 ans, que j'avais reproduit quand même vachement de leurs bêtises. Que c'est comme si vraiment on vient d'un terreau et qu'on ne sait pas faire autrement que de reproduire. Ça me désespère à la fois et ça me fait rire. C'est une espèce de mélange entre les deux. Et ça te fait rire peut-être parce que tu as l'impression de l'avoir apprivoisé, de l'avoir conscientisé. Ça te fait plus peur? Aujourd'hui, ça y est, c'est clair. Au moment où j'ai commencé à prendre conscience, c'était pas drôle du tout en fait, du tout. C'est-à-dire de me dire, mon Dieu, mes enfants se retrouvent dans des situations, mais vraiment, je pouvais ralentir le temps, regarder et me revoir moi petite, et mes enfants, enfin, la même chose. Jusque dans les cultures avec leur père. Alors,
En fait, d'abord, je me suis rendu compte que j'avais reproduit un climat, tout ce que j'avais pointé du doigt comme étant du grand n'importe quoi. Alors, on fait toujours différemment. Mais même ce que j'ai fait différemment, je l'ai construit en opposition à. Donc, de toute façon, en lien à. Donc, chez ma mère, c'était un immense bordel. Donc, j'ai fait pousser mes enfants dans un cadre beaucoup plus structuré, sans être rigide. Je crois pas que je me suis que je suis tombée dans l'extrême inverse. Mais il y avait une volonté claire de prendre le contre-pied. Voilà, ma mère, elle n'était pas maternelle du tout. Elle n'avait pas le sens de ça. Et je ne lui en veux pas puisqu'elle ne savait pas faire. Moi, j'ai beaucoup élevé mes enfants en leur disant « je t'aime ». Ils ont vraiment grandi dans l'amour. Ils pourront me reprocher plein de choses, mais pas ça. Ils se sont sentis aimés, ils se sentent aimés et ils ont été vraiment inondés d'amour. En revanche, il y avait un chaos sentimental. Et donc, mon père et ma mère se disputaient tout le temps. Moi, j'étais réjouie. Enfin, vraiment, j'étais très, très heureuse quand ils nous ont annoncé le divorce. Je savais qu'il fallait rester un peu rigide comme ça et faire « Ah !» Mais moi, à l'intérieur, je dansais. J'étais libérée de me dire je vais plus assister à ces scènes de cauchemar. La dinde volait à chaque Noël, c'est pas une plaisanterie. Je me souviens même de ma grande sœur qui a fait cette plaisanterie un soir de Noël en disant je ne savais pas que même cuit les dindes ça volait. C'était vraiment très drôle à un moment où ça l'était pas, mais il n'y avait pas un Noël qui s'est passé tant que mon père était sous le même toit que nous, bien. Donc il y a eu un grand soulagement à voir mes parents séparés et puis après les deux ont continué dans des vies sentimentales extrêmement chaotiques. J'ai reproduit j'étais avec des hommes très intenses. Alors même que tu pensais l'avoir conscientisé et que tu voulais prendre le contre-pied de ça. Alors j'ai pris le contre-pied, j'ai réussi dans mon rapport à mes enfants, de moi à mes enfants. Je n'ai pas choisi un mec en me disant ça va mal se passer. Il va finir par péter un câble et faire des espèces de crises et je serai trop amoureuse pour dire stop. Et alors j'ai quand même dit stop à chaque fois, quelque part. Quand je me suis vue en fait, quand je me suis reconnue dans mes enfants, j'ai dit stop, j'ai arrêté. Mais quand même, j'ai vu que j'étais comme tirée par des fils et que le marionnettiste, vraiment, c'était pas moi. Je pensais que j'étais que je tenais les rênes de ma vie, mais pas du tout. J'ai compris que vraiment, il y avait des choses, des fils invisibles qui me conditionnaient et que tant que, justement, je conscientisais pas, j'allais pas me libérer. Donc, c'est la phrase de Jung te parle qui dit que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. C'est pas que ça me parle, c'est que je pourrais la tatouer sur moi. C'est vraiment... c'est tellement ça. Mais le truc, c'est que tu peux conscientiser et quand même te faire rattraper. C'est-à-dire que ça va plus loin que ça. Il y a un travail à faire sur soi. En écrivant ce livre, où j'ai exorcisé énormément de choses, je me suis dit, ça y est, je suis au clair. Ça se voit que j'ai compris, que j'ai vu. Et néanmoins, c'était pas suffisant. Je me suis rendu compte que j'étais encore rattrapée par ces fils invisibles, ce qu'on appelle le destin, ce qu'on croit appeler le destin, et que mon histoire familiale me rattrapait encore et encore et encore. Donc moi, j'ai dû faire un travail thérapeutique extrêmement en profondeur pour pouvoir commencer à me libérer et dire non, par exemple, déjà au rapport conflictuel. Je sais que tu as un rapport particulier aux arbres et ton père, dans la lettre qu'il vous a laissée après son décès, il vous écrit à tes frères et sœurs et à toi « Je n'ai pas planté les racines autour desquelles vous auriez pu durablement vous fixer ». Est-ce que tu as vraiment eu, toi, le sentiment de te construire sans racines, d'avoir dû créer tes propres racines ? 100%. Alors, c'est un vrai avantage. Donc, dans l'introduction, tu as dit comment cette histoire de famille, elle t'a rendue forte. J'ai, pour moi, eu une force immense qui est venue de cette absence absolue de cadre et de parentalité. Parce que quelque part, on a une tendance à élever nos enfants vachement dans la peur. Quand on entend les histoires en ce moment qui se passent, les viols sur les enfants et toutes ces tragédies, on a envie de protéger nos gamins, quoi. Donc, si tu es très maternel ou très paternel, tu as envie de protéger. Donc, tu dis attention et puis tu surveilles et puis tu checkes et puis tu voudrais vraiment mettre des airbags partout autour de tes gosses pour être sûr que s'ils tombent, ils se fassent pas mal. Bon, moi, mes
mes parents, ils ont pas mis de airbag. Hein. En fait, ils regardaient même pas. Donc, je pouvais tomber tout ce que je voulais. Ils faisaient pas gaffe. Ma mère, je vais plus loin. Et c'était très inconscient chez elle. Elle aussi, elle était dans des schémas de répétition. Mais elle nous a presque jetés dans la gueule du loup. Moi, j'ai eu la sensation d'être jetée dans la gueule du loup carrément avec ma mère. C'est ce qu'on ressent dans le livre à certains moments. Ouais, vraiment. Comme si elle m'avait jetée en pâture et qu'elle se disait comment elle va s'en sortir. Mais c'est pas vicieux chez elle. Ni vicieux, ni pervers. C'était vraiment totalement inconscient. Mais tu dis ça aujourd'hui, j'imagine que c'est un travail sur soi aussi, parce que je le disais tout à l'heure, il y a une citation que j'adore, que j'ai mise dans mon livre, justement, du portrait de Dorian Gray, qui dit on commence par aimer nos parents, ensuite on les juge et quelquefois on les pardonne. C'est un vrai travail de pardonner, parce que je n'avais pas prévu de te parler de ça tout de suite, mais ça m'a beaucoup frappé dans les remerciements, parce que tu dis à mes parents que je remercie du fond du cœur. Alors, on sent tout au long du livre une relation particulière à ce père que tu as cherché, que tu as chéri. On sent que tu as sacralisé les peu de moments que tu as eu à passer avec lui, mais tu dresses un portrait de ta mère qui est difficile. Et il y a ces remerciements. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a quand même un gros travail personnel de pardon pour trouver l'apaisement. J'ai continué le travail, en fait. Quand j'ai compris que c'était pas fini en écrivant ce livre, j'ai continué le travail aussi pour tenter de comprendre d'où venaient les blessures de ma mère. Pourquoi est-ce qu'elle était comme ça? En fait, je l'ai commencé à la naissance de mon premier enfant, ce travail. J'ai assez vite compris quand même, enfin, j'ai pas vite compris, j'ai mis pas mal de temps, mais j'ai quand même compris que c'est comme les poupées russes, en fait. C'est-à-dire que ton père te fait du mal, ta mère te fait du mal, mais parce que eux-mêmes, en fait, on les a fait souffrir. Et leurs parents les ont fait souffrir parce que eux-mêmes ont souffert. C'est un jeu de poupées russes. Pourquoi est-ce que j'en voudrais à mes parents d'avoir fait, en fait, du mieux qu'ils pouvaient avec les cartes qu'ils avaient? Et surtout, c'est ce que j'ai pas terminé tout à l'heure, je n'ai pas eu cette surprotection que tous les parents voudraient offrir à leur enfant. Et du coup, je me suis jetée dans la vie sans peur. Et j'ai beaucoup moins peur que beaucoup de gens de mon entourage, de copains de mon âge, pour ne parler que de ma génération, que je vois pas oser aller là, pas oser faire ci, être hypochondriaque, avoir ci. Moi, quand même, l'avantage, c'est que j'ai pas de peur, puisqu'on n'a pas eu peur pour moi. Bah, du coup, j'ai pas peur. J'ai des peurs, bien sûr, mais quand même moins que la moyenne. Et de ça, par exemple, je suis pleine de gratitude. Et puis surtout, je suis quelqu'un de très spirituel et je pense qu'on signe un contrat avant de s'incarner dans lequel on demande à vivre certaines épreuves pour comprendre des choses qu'on n'a pas compris avant dans d'autres incarnations. C'est très spirituel de dire ça. C'est ma croyance profonde. Donc je pense avoir choisi ma mère, je pense avoir choisi mon père et je pense avoir choisi ces épreuves parce que j'ai des choses à comprendre. Et ne serait-ce que dans cette vie, si j'avais pas eu les parents que j'ai eus, si j'avais pas vécu avec tous ces enfants de la DAS, parce que donc ma mère, elle s'est occupée, c'est le comble pour une mère qui n'est pas maternelle, c'est de s'occuper d'enfants de la DAS. Donc on vivait dans une espèce d'énorme communauté, et il y avait beaucoup de violence, parce que c'était que des enfants qui étaient battus, violés, et donc tout ce qu'ils avaient connu, c'était ces codes-là. Donc j'avais peur de rentrer chez moi. Même de La peur accentuée par le fait de pas du tout être protégée par ta mère dans cet environnement-là. C'était toujours ma faute. Je veux dire, je me suis retrouvée avec des couteaux sous la gorge et ma mère, elle arrivait, elle disait « Oh Drake, qu'est-ce que tu as fait encore ?» À l'américaine, ma mère. J'ai beaucoup fait rire les gens sur scène, par exemple, avec le personnage de ma mère. Quel cadeau de réussir à transformer des choses qui ont été douloureuses quand j'étais enfant en rire. L'avantage, c'est qu'il n'y avait rien à imaginer. Le personnage était là et se suffisait à lui-même. Exactement, voilà. Et donc, ma mère, elle était toujours à me dire, donc par exemple, si je disais à maman « ça va pas », je suis pas bien, c'est dur pour moi. Elle me disait ah tu vas pas bien, attends une seconde chérie, je vais t'envoyer Othman. Alors elle faisait venir Othman, alors raconte-nous un peu ton vie. Alors ton maman était prostituée et quand elle te mettait dans le placard quand elle faisait les passes et pour 50 francs de plus elle faisait quoi? Elle donnait ton cul. Ok chérie, tu peux repartir. Alors ma fille, tu vas mal, tu vois? Alors à la fois c'est horrible parce que tu aimerais que ta maman te protège et qu'elle prenne en compte et qu'il n'y a pas d'échelle sur la douleur. Et à la fois, ça fait relativiser. Et vu ma nature, si j'avais pas vécu ça, si j'avais pas une ouverture sur le monde pour comprendre d'abord ses horreurs et ensuite sa diversité, je pense que je serais devenue
une grosse pétasse. C'est bien de l'analyser, mais on sent beaucoup de recul aujourd'hui. Ma question, c'est ce qui se passe au fil de la vie, avec l'expérience et cet apaisement qu'on trouve sur le chemin, parce que tu es devenu mère assez jeune et tu es devenu le maillon de cette chaîne entre héritage et transmission. Mais au moment où tu as donné la vie, tu n'avais pas cet apaisement, tu n'avais pas ce recul, tu avais moins cette dimension spirituelle. Tu l'avais, mais peut-être moins verbalisé, moins conscientisé. Donc, comment on arrive à accepter d'être ce lien, de transmettre quelque part une histoire qu'on n'a pas eue, sur des fondations qui sont peut-être pas très solides encore à ce moment-là. Comment tu vis cette période-là ? Tout le travail profond a commencé en mettant au monde mon premier enfant. Mon premier enfant, moi, j'ai aucune intention d'être maman quand j'ai 20 ans. Je suis à New York, j'ai 2 petits copains en même temps. Enfin bon, vraiment, on est dans... Je suis pas du tout partie pour être maman. Et puis, je fais un rêve qui me trouble en milieu d'après-midi. Je fais une sieste et je rêve de cet enfant. Et quand je me réveille, je le cherche et il n'est pas là. Et c'est horrible, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que je me réveille dans une réalité dont je ne veux pas, puisque je suis déjà maman et j'aime cet être. Et du coup, ça devient une obsession. Je veux faire venir cet enfant sur Terre. Donc, je deviens maman. J'accouche je tombe enceinte à 21 ans. J'accouche à l'âge de 22 ans. Je n'ai aucune peur. Je ne me demande jamais comment je vais faire pour le nourrir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 48 ans. Mon fils a 26 ans. Il est en pleine forme. Je m'en suis occupée toutes ces années. J'ai réussi à assurer. Enfin, voilà, c'était une non-question. Il devait venir. Il devait s'incarner. Quand je mets au monde mon fils, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait un bug dans ma famille. D'abord, j'ai compris que ce que ma mère nous avait fait subir n'était pas normal, puisque moi, ce que je ressentais, c'était tellement d'amour et tellement une envie de protéger. Je dis, OK, il y a un énorme décalage. Donc là, je suis rentrée dans la colère. Là, j'ai été très en colère après ma mère. J'en ai énormément voulu de ne pas nous avoir aimés comme moi, j'aimais mes enfants. Enfin, mon premier fils... Il y a aussi de l'incompréhension, au-delà de la colère. Incompréhension suivie de colère. Alors, mon père était très peu présent, ce qui est grave, parce qu'en plus, il nous a vraiment laissés dans des situations hyper dangereuses. Mais quand il était là, il envoyait beaucoup d'amour. Donc, j'ai vraiment été la mère qu'il aurait été si ça avait été une femme. Mon amour de référence, il était paternel. Il y a un écart d'ailleurs, un décalage fou dans la façon dont tu décris la relation à ton père dans le livre, entre l'amour qu'on ressent, l'intensité de l'amour qu'on ressent chez lui pour toi, avec la manifestation physique et présentielle de tout ça. Ben ça, par exemple, tu vois, dans les schémas de reproduction, c'est quand même fou de se dire que mon père m'adorait, mais ne me protégeait pas et n'était pas présent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai choisi des hommes qui me disaient qu'ils m'aimaient, mais ne me traitaient pas bien et ne manifestaient pas leur amour comme il fallait. Tu vois ? Donc ça, on est pile dans la reproduction inconsciente. Et il faut conscientiser, se libérer. Et pour se libérer, il faut pardonner. Et pour pardonner, il faut exprimer sa colère. Donc tu vois, c'est les étapes. J'accouche de mon premier enfant. Je comprends qu'il y a un décalage entre l'amour que ma mère nous a donné et celui que moi je ressens. Incompréhension, colère, rejet. Et puis, je comprends qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'il y a un secret de famille. Parce que je suis obsédée, j'ai des cauchemars terribles. En fait, j'ai peur qu'on abuse mon enfant sexuellement. Pourquoi ça me vient ? Pourquoi ça m'obsède ? Pourquoi j'ai même des images de la nounou de 60 ans, adorable, qui, dans mes cauchemars, vient faire du mal à mon fils et tout. Je dis, il y a un problème, en fait. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il faut que je creuse. Donc, j'ai creusé et j'ai compris. Et là, je vais aller plus loin encore dans le transgénérationnel et dans l'invisible. C'est que j'ai compris, en fait, que ma mère, a été abusée par son père. Et donc, je n'ai pas de grand-père. Ça, par exemple, tu vois, tu n'as pas de grand-père, donc tu ne te poses pas la question de t'as un grand-père, t'as pas de grand-père, t'as pas de grand-père. Alors tu vois bien que les autres ont des grands-pères, mais toi, tu n'as pas de grand-père. Du côté de mon père, je les ai vus 2 fois, puis ils sont morts, et puis mon père était très détaché de sa famille, donc tu vois, la grand-parentalité n'existe pas trop. Ma grand-mère maternelle est morte, j'étais très jeune, donc c'était pas vraiment une question. Pas de grand-père, je me pose pas de questions, jusqu'à que j'accouche. Et là, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de grand-père ? Pourquoi il n'y a pas d'homme ? Alors je creuse, je découvre en fait sans doute ce que ma mère elle-même n'a jamais réussi à conscientiser, d'où tous ces comportements inconscients, son incapacité à nous voir comme des enfants, puisqu'elle a rejeté, elle, cette partie-là de sa vie. Et le fait aimer cette
cette coupure avec ses sentiments peut-être aussi. Exactement. Et puis le fait de s'être arrêté presque à l'âge de 4 ans. Ma mère, c'est nous qui nous occupions d'elle, c'est nous qui changions ses poubelles, qui changions ses draps, on s'occupait d'elle parce qu'elle était toujours en fait une petite fille. Et le Mais en jour attendant, toi, tu n'as pas eu d'enfance. Ah non. Et le jour où sa mère est morte, la mienne s'est allongée dans un lit, elle ne s'est plus jamais relevée, puisque c'était sa seule protection. Et donc, je vais plus loin, parce que ça, c'est complètement délirant, c'est que je commence à m'intéresser à mes grands-parents, à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi c'est si flou ? Mon père est mort, j'avais 24 ans. Mes grands-parents sont tous morts, voilà. Et puis, ce grand-père mystérieux, donc je creuse, je commence à comprendre qu'il y a un mystère autour de mon grand-père, qu'en fait, il y a un abus sexuel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de grand-père, qu'à partir de l'âge de 4 ans, l'homme disparaît dans le champ de ma mère et elle va être élevée toute seule. On est en 48, ma mère elle est née en 1944. En 1948, sa mère dégage le mec parce qu'elle comprend ce qui se passe et va élever toute seule sa fille. En 48, c'est fou. Elle assume financièrement, voilà. Et je commence à m'intéresser à mes autres grands-parents en me disant, putain, en fait, il y a quelque chose là. Je porte un truc qui me dépasse, que j'ai du mal à comprendre. Tu vois, on est en train de dépasser même l'enfance. Là, on monte dans le transgénérationnel des grands-parents que je ne connais pas. Et du côté de mon père, je me rends compte qu'on parle beaucoup de son père, qui était rabbin, un homme très autoritaire. Mon père a beaucoup parlé, en fait, de sa défiance vis-à-vis de la religion. Il me disait, mais moi, on me dit pas à quelle heure je dois éteindre la lumière et ce que je dois faire et comment je dois le faire, mais jamais de sa mère. Et sa mère, c'était la femme de l'ombre. Sa mère, c'était vraiment, je l'appelle comme ça dans le livre, le rien de l'histoire. Puisque sur les photos, elle est là, elle est posée, elle est discrète, Et d'un coup, je me rends compte, ça c'est arrivé vers mes 40 ans, que j'ai honoré mes deux grands-mères. Parce que non seulement j'ai été qu'avec des mecs autoritaires, dominants, c'est-à-dire comme le grand-père paternel, mais j'ai toujours vécu seule. Inconsciemment, j'ai toujours créé une structure, même avec les pères de mes enfants, pour habiter seule avec mes enfants. Comme si ma grand-mère disait « veille au grain, protège, protège, protège ». Et tu vois, tout ça, je l'ai compris en devenant maman. Au fil, en fait, des années, tu vois, donc c'était plus que conscientisé, c'est carrément, j'ai mené une enquête, une investigation. Et je me sentais en mission. Je me disais, en fait, je dois nettoyer cette souillure dans ma famille, ce truc sale, cette ombre, pour que mes enfants ne la portent pas. Justement, ça rejoint tout le propos et la thématique qui m'intéresse, c'est ce lien entre héritage et transmission. À t'écouter, j'ai l'impression qu'il faut vraiment aller se forcer à comprendre notre histoire, à trouver aussi de la tolérance par rapport au comportement de nos parents, essayer de comprendre comment eux-mêmes se sont construits pour arriver justement à cette forme de pardon qui nous apaise, qui nous permet de bien transmettre. Est-ce que tu penses qu'on peut être en capacité de bien transmettre à notre tour à nos enfants et au monde, parce qu'on viendra tout à l'heure sur ton actualité et cet enjeu de transmission beaucoup plus large pour toi aujourd'hui. Mais est-ce que pour répondre à cette question-là, tu penses que tu aurais été en capacité de bien transmettre à tes enfants sans avoir fait ce travail sur toi et sur ton histoire familiale ? D'abord, j'ai mis des années à le faire. C'était vraiment comme le petit Pousset, quoi, un caillou à la fois, et j'ai pas fini. J'ai eu la prétention à un moment de croire que j'avais terminé mon travail. Je ris parce que vraiment, j'ai pris la plus grosse claque de ma vie juste derrière et là, en fait, le message, c'était non, ça s'arrête jamais. C'est très important. Tu t'es persuadée de ça ? Je suis persuadée. Que le travail dure toute la vie ? En fait, un jour, ma meilleure amie, Claire Barré, m'a dit « La vie n'est pas une ligne droite, ma chérie, justement parce que j'étais par terre et que je l'appelais au secours et que je pensais que j'avais compris des choses et puis je me retrouvais vraiment à genoux. Et je l'ai appelée au secours, je l'ai appelée à l'aide et je lui dis « Mais j'allais tellement bien !» Je lui disais ça et elle m'a dit « Mais la vie n'est pas une ligne droite. » La vie est une spirale et en fait, on revient toujours au même endroit, mais normalement avec une compréhension plus profonde. Et ça, c'est enregistré. J'ai fait un travail comme le petit Pousset, un caillou à la fois. Alors, j'ai réussi des choses par rapport à mes enfants et puis j'en ai raté plein. Franchement, bien sûr, quand je vois certaines scènes auxquelles ils ont assisté, justement, de disputes, de cris, de violences, de tout ce que moi j'avais connu enfant et que je voulais absolument pas reproduire et que j'ai reproduit malgré moi. Je sais que moi, mon fils aîné par exemple, il a 26 ans et l'année de ses 24 ans, il m'appelle et il me dit « Écoute maman, tu n'es pas assez présente dans ma vie ». Alors il habite aux États-Unis aujourd'hui, depuis l'âge de 18 ans, il est parti aux États-Unis et il me dit « Je voudrais avoir de tes nouvelles
plus souvent. Et je me rends compte que moi, mon père, il est mort, j'avais 24 ans. Donc, hop, à partir de 24 ans, je sais plus comment faire. C'est un truc de dingue. Et donc, je lui dis, apprends-moi. Apprends-moi, chérie, parce que là, à partir de maintenant, je sais plus faire. Je sais plus faire. Et puis, mon père, on s'est rapprochés sur la fin de sa vie. Et puis, quand je suis devenue adulte, et puis évidemment, quand il est passé de l'autre côté, sur les dernières semaines de sa vie, il y a eu une espèce de bilan qui s'est fait. Et il m'a demandé pardon. Et il m'a écouté parler pendant des heures et des heures. Ça, c'est véridique, 100%. Dans mon livre, je raconte comment je vais parler avec mon père. D'ailleurs, tout le livre est la conversation que j'ai avec lui, enceinte de 9 mois. Et je vais rentrer, je suis à New York, je vais rentrer à 4 heures du matin et à 8 heures, je suis réveillée par mes premières contractions. Et ça, c'est vrai, c'est pas de la fiction. J'ai passé toute la nuit à parler à mon père qui m'a écoutée. C'était très touchant parce qu'il avait son menton qui tremblait, parce qu'il avait mal, parce qu'il comprenait tout ce qu'il avait raté. Et je lui reprochais rien, c'est-à-dire que je n'étais pas dans l'agressivité, je lui racontais tout ce qu'il n'avait pas vu parce qu'il n'était pas là et que quand je le voyais, le peu de fois où je le voyais, je voulais lui donner le bon. J'avais pas envie de lui raconter tout ce qui était dur. Je voulais lui dire ce qui allait, je voulais pas l'inquiéter, je voulais l'enfant qui protège en fait. C'est dingue. Donc mon fils est né, je sais que il a grandi avec moi, je l'ai eu à 22 ans, donc il a essuyé pas mal de pots cassés quoi. En me voyant dans des histoires difficiles et tout ça, j'ai toujours su mettre une limite grâce à lui. Mais bon, il a été élevé par une mère seule, beaucoup. Quand j'ai eu des relations qui étaient compliquées. Alors, quand il est parti de la maison, il avait 18 ans, il m'a dit, tu sais, maman, par rapport à tous mes copains, moi, j'ai pas de problème. Je vais être qui dans ma vie? Tellement il s'était senti aimé. Donc, je lui ai dit, mais en fait, t'as plein de problèmes, chérie. Ton père est américain, t'as passé ta vie à ne le voir que pendant les vacances scolaires, t'as été élevé par des parents séparés. Il y a quand même eu un homme dans ma vie qui aura vraiment empreint notre maison de violence et tu as subi cette violence. Jamais de coups, hein, heureusement, merci mon Dieu. De toute façon, je tue. Hein. Tu touches un cheveu de mon fils, je tue. Mais j'ai dû lui faire la liste de tous les problèmes qu'il avait eu dont il n'avait pas encore conscience et que je savais qu'à un moment ou un autre, il allait se réveiller de ça. On espère quand même, quand on est parent, que nos enfants n'auront jamais à parler de nous à leur psy. Mais en fait, quand même, si, ça va se reproduire. Donc, si j'ai reproduit des choses, ce chemin, donc c'était le petit poussé, il n'est pas fini, mais quand même, j'ai la sensation d'avoir mis de la lumière, en tout cas pour que eux n'aient pas apporté les choses qui étaient vraiment tapies dans l'ombre, c'est-à-dire celles des générations d'avant. Et puis j'ai écrit ce livre aussi pour qu'ils le lisent, qu'ils sachent qui est leur mère et d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire, au moins de ce côté-là. Parce que plus il y a de lumière sur une histoire, moins on va porter cette histoire. C'est ce que je crois. La force de l'écrit dont on parlait lors d'un précédent épisode avec Amanda Sters, qui disait que justement, la parole peut être sujette à interprétation, beaucoup plus que les écrits. Et justement, dans ces histoires de transgénérationnel, de rompre des cycles, etc., l'écrit joue un rôle très très important. Je reconnais là le travail que tu as voulu effectuer. Je me pose une question aussi par rapport à ce qui nous anime, à ce qui nous fait avancer. Tu as choisi une voie difficile. Il n'y avait personne dans ton univers familial qui avait exploré ce monde-là. Tu n'avais pas de réseau. Tu as connu le succès assez vite. J'imagine qu'il faut un supplément d'âme pour survivre dans cet univers-là parce qu'il y a beaucoup de déceptions. Il y a un rapport aussi à l'image, à sa légitimité qui est toujours remis en question quelque part dans tes projets. Et quand on se construit comme ça, sans vrai socle, sans certitude, est-ce que finalement, ces failles t'ont pas apporté un supplément d'âme pour survivre dans cet univers? Alors, pardon, j'aime pas l'expression supplément d'âme parce que ça veut dire que moi j'ai un peu plus d'âme qu'un autre et ça, je me mettrai jamais sur ce plan-là. Une force de caractère. Une force de caractère pour sûr. En fait, comme je n'ai pas eu de repère extérieur, mon repère, c'est mon corps. Donc, mon corps m'a toujours guidée. Merci beaucoup, d'ailleurs, à lui, puisqu'il m'a évité beaucoup de bêtises. Et je suis toujours en lien à mon corps. Qu'est-ce que tu me dis? Comment tu me parles? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Est-ce que j'ai besoin de dormir plus? Est-ce que j'ai besoin de manger plus? Moins? Est-ce que je suis en carence? Voilà. Comme j'ai jamais eu de repère extérieur, vraiment, du coup, le seul que j'ai, il est intérieur. Et puis, après, j'ai toujours été absolument et totalement guidée avec une passion. J'ai toujours été animée, en fait, d'une passion qui m'a tenu la main, en fait, et fait avancer contre vents et marées. Donc, par exemple,
Je voulais être actrice. Et c'était indéboulonnable. Je me souviens de mon prof de philo qui m'a dit « Mais tu vas pas arrêter tes études après le bac. Enfin, c'est pas possible. J'ai rarement des élèves comme toi. Tu dois absolument continuer tes études. Ne passe pas à côté de ça. C'est dangereux. Tu vas te lancer dans le cinéma, le théâtre. Moi, c'était vraiment le théâtre qui m'intéressait. Mais tu vas te lancer dans ce métier un peu fou qu'être actrice. C'est difficile, c'est machin, c'est tout. Je me souviens, je l'écoutais, je me disais « Oh là là, que cet homme est pétri de peur. » Sans doute, il avait envie de faire des grandes choses et puis en fait, il s'est jamais autorisé. Moi, ce qui est bien, une fois encore, c'est que quand tes parents, ils s'en foutent, ben, du coup, ton point de repère, c'est ta passion, c'est ce que tu as envie de faire. Et ça, déjà, j'avais envie. J'avais tellement de gens dans mon entourage, quand j'avais 18 ans, des copains de classe, quoi, ou d'école, ou de mon âge, ils ne savaient pas ce qu'ils avaient envie de faire. Je dis, mais quoi, je sais pas. Bon, bah, moi, en fait, j'étais déjà hyper au clair. Donc, je me suis jamais dit c'est difficile. Je me suis juste dit c'est ça que je veux faire et je ferai rien d'autre. Parce que la vie, c'était déjà assez difficile pour moi. Donc, il n'y avait pas d'autre chemin qu'un meilleur chemin possible. Et donc, sans doute, pour sûr même, que cette enfance chaotique m'a permis de développer une force de caractère qui m'a donné envie de foncer tout droit et puis surtout de n'avoir peur de rien. Hein. J'ai pris un avion un jour, je suis partie à New York, je devais rester 2 mois, j'y suis restée 2 ans. Je me suis pas posé de questions. Je suis rentrée en France du jour au lendemain sans vraiment me poser de questions avec un bébé sous le bras. J'ai repris les études, l'école de théâtre avec mon gamin. Je payais un babysitter pour aller à l'école, pour me former en tant qu'actrice. Tout ça sans me poser de questions, sans me poser de questions. Et j'envie presque la fille de 20 ans. Parce qu'aujourd'hui que je suis plus lucide sur plein de trucs, je me pose plus de questions, j'ai plus peur aujourd'hui que je n'avais peur à 20 ans. Sûrement aussi en devenant maman et puis en ouvrant le regard aussi sur le monde dans lequel on est. Peut-être, je rebondis là-dessus, un rapport à la responsabilité aussi, parce qu'on sent aujourd'hui dans ton parcours, sur ton chemin de vie, une évolution dans cette quête de transmission. Là, on a parlé de la transmission familiale, de ce que tu as reçu, de ce que tu as voulu laisser à tes enfants, de ce que tu continues de leur laisser. Mais aujourd'hui, avec ta dernière aventure de Regarder l'invisible, ce podcast qui cartonne, plus de 85 000 abonnés en seulement quelques mois, on sent qu'il y a une nouvelle dimension dans ton besoin, dans ton engagement quelque part, dans ta responsabilité de transmission. En fait, tout est transmission à partir du moment où on est un artiste. Quand j'écris un livre, je suis dans la transmission. Quand je fais un film, je suis dans la transmission. Parce que je fais pas, bien que j'ai réalisé que des comédies, je réalise des comédies qui sont décomplexantes, déculpabilisantes. Quand je fais Sous les jupes des filles, je veux dire aux autres filles, vous n'êtes pas toutes seules. Tout ce que j'entreprends est dans l'idée de transmettre et de la transmission. Et je pense que n'importe quel artiste est 100% dans la transmission. Tu sens pas une responsabilité différente aujourd'hui ? Si, aujourd'hui, c'est comme si tu prends des chemins de traverse avec l'art pour passer un message. Et puis là, d'un coup, je me suis dit, laisse tomber l'armure, laisse tomber le costume. Et vas-y, franchement. Donc, mon podcast, c'est ça. Une manière d'y aller frontalement, encore plus frontalement, pour parler d'héritage invisible, de transmission familiale. Ce qui est fou, c'est que quand je suis dans le taxi qui m'emmène dans ces mêmes studios pour réaliser mon premier podcast, ma première journée de podcast, c'est seulement dans le taxi que je réalise que je m'apprête à faire du journalisme, puisque je vais poser des questions à des gens, et que c'était le métier de mon père. Je mets 47 ans, parce que j'ai 47 ans quand je commence. Enfin, 48, c'est pas vrai, j'ai tout juste 48 ans. Finalement, filer les pompes de mon père, quoi. Je raconte une anecdote que je partage dans le livre, mais quand je passe mon bac, j'ai dû fuguer donc, de cette maison qui était vraiment un chaos ambulant pour pouvoir aller étudier et réviser, parce que je voulais mon bac avec mention, puisque mon deal avec papa, c'était passe ton bac et puis tu auras... tu pourrais être actrice. Donc, j'étais accrochée, hein, tu vois, la parole est d'or à ce pacte qu'on avait signé tous les deux quand j'avais 6 ans. Donc, je réussis mon bac, j'ai fugué, je révise dans la forêt, je squatte chez un copain. Et mon père me dit, je te donne 1000 francs par mois maintenant que tu es partie de chez ta maman. Il faut savoir quand même que je fugue à minuit. Je vais faire du stop pour aller dans la grande ville d'à côté. Et ma mère va mettre 3 jours à se rendre compte que je suis partie. Hein, quand même. Ça, c'est juste pour l'anecdote, pour remettre dans le contexte, parce que c'est drôle, quoi. Tu vois, tu es là à minuit, tu pars, tu waouh. Et je ne le dis à personne. Et en fait, elle va mettre 3 jours à se rendre compte que je suis partie. Je passe mon bac.
Je l'ai brillamment, je suis très heureuse, j'ai mon père au téléphone, je suis en larmes, et il est avec ma petite sœur adorée, et il dit, c'est ta sœur qui pleure parce qu'elle a son bac. Et je dis, ah non, 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 papa, je pleure pas parce que j'ai mon bac, je pleure parce que c'est fini. Pour moi, l'école, c'est un calvaire. Pourquoi ? Parce que la posture assise n'est pas compatible à mon énergie de feu. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'échange. Et être 8 heures par jour assise à écouter des profs qui, à part le prof de philo, m'ont tous ennuyé, je suis désolée, et une prof de physique en 3e, mais à part mon prof de philo, je me faisais chier, c'est un cauchemar. Et je me suis accrochée pour avoir ce bac. Et puis à un moment, le jeu des bonnes notes, tu vois, je suis rentrée dans un jeu des bonnes notes. Bon voilà, je suis devenue première de ma classe et j'ai eu mon bac avec mention. Super. Et le mois suivant, j'attends mes 1000 francs, parce que je suis à la rue quand même, hein. Et mon père me les donne pas. Et je comprends pas. Et j'essaie de le joindre sur son téléphone fixe. Il n'y a pas de portable à l'époque. Je suis vieille à ce point. Il décroche pas. Je lui laisse des messages, il décroche pas. Alors je me décide à lui écrire une lettre. Un soir, après avoir bu une bière. Et une bière suffisait à m'enivrer, ok ? Donc j'écris, je suis un peu bourrée. Et papa, je comprends pas, pourquoi tu me donnes pas machin ? Puis je raconte un peu ma vie. Voilà, et je suis perdue parce que pour la première fois, je suis pas attendue au mois de septembre. Personne m'attend plus nulle part. J'ai Oui, l'impression puis depuis ce pacte que tu avais passé avec ton père à l'âge de 6 ans, tu avais ta ligne d'arrivée. C'était voilà, ce bac. exactement. Et après ça, tout s'ouvrait, mais à la fois, c'était le champ des possibles que tu devais expérimenter. Bah, disons que j'avais la sensation que si on me sortait de la société, rien ne changeait. Je ne servais plus à rien, à personne. Et à l'école, quand tu arrives en retard, on n'est pas content, et tu as ton cahier de correspondance et tout ça. Et là, bah, d'un coup, oui, j'avais le Conservatoire d'Orléans. J'avais déjà fait ma première année au Conservatoire d'Orléans d'art dramatique, mais ils s'en foutent en fait que je vienne ou que je vienne pas. C'est moi qui veux être actrice. Dont tu as eu le premier prix quand même. Ouais. Et donc mon père, je lui envoie cette lettre, je lui écris tard le soir, je vais l'envoyer par la poste. Et puis quelques jours plus tard, je reçois une réponse, je suis ravie d'avoir une réponse de mon père. Et il me renvoie mes 3 pages corrigées. Et donc au crayon rouge, hein. Et les seuls mots écrits de sa main étaient les suivants. PS, et si l'art de vivre était l'art d'écrire, médite cela, ma fille. Parce que j'avais des ratures, j'avais des fautes d'orthographe, j'avais écrit un peu enivré, paumé, sans repère. Je lui ai répondu, une lettre en français absolument parfaite. Je lui ai dit PS, et si l'art de vivre était celui d'élever ses enfants, médite cela, papa. Et on s'est plus vus pendant 2 ans. Mais le fait, et je trouve ça beau de parler de ça dans ton podcast, c'est que aujourd'hui, je suis auteur et même journaliste, en fait. C'est-à-dire que c'est fou, tu vois. Rien ne me prédestinait à ça. J'étais l'actrice. Et puis d'actrice, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était raconter des histoires, que ce soit en portant un costume ou en l'écrivant ou en la mettant en scène. Ou... Mais tu serais allé sur ce chemin beaucoup plus tôt, tu l'aurais pas fait du tout de la même façon. Il n'y aurait pas eu cet apaisement et cette certitude d'être à ta place. Je sais pas si je suis à ma place. En tout cas, Tu tu sens. vois, j'ai pas de certitude d'être à ma place. En tout cas, je me sens alignée. Et c'est comme ça que ça marche. Oui. Merci en tout cas pour la sincérité de l'échange. Je vais terminer par des citations. Je choisis 2 citations par invité. Je vais te demander d'en sélectionner une qui résonne particulièrement pour toi et pourquoi. La première, c'est « Les morts gouvernent les vivants » de Goethe. Et la deuxième, c'est « Ce que tu transmets à ton enfant, tu le transmets au monde ». Il y en a une des deux qui résonne plus particulièrement et pourquoi. Mais les deux. Et je me doute, je les ai choisis pour toi, parce que je connais un peu ton univers. Mais il faut en choisir une. Je dirais la première, puisque nos morts sont là. Je pense profondément que nos morts sont là, que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. On ne voit que à peine 1% de la réalité. On voit pas les ondes de téléphone, on voit pas. Y a des tas de choses qu'on sait existent et qu'on ne voit pas. Et pourtant, on remet beaucoup en question l'invisible. Quand on dit nos morts sont là, il y a beaucoup de gens qui vont te rironner ou dire mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle raconte ? Moi, je pense que nos morts sont là. Je pense qu'on cohabite juste dans des niveaux de réalité qui sont différents. De toute façon, au-delà de cet invisible-là, qui pourrait être autour, à l'extérieur, il y a ce qui se passe à l'intérieur, tout ce qu'on porte dans notre ADN de nos ancêtres. Et donc, quelque part, je suis la somme de tout ce qui a été et j'avance dans la vie en les faisant quelque part exister, quoi. Et en les magnifiant. En les magnifiant, j'espère. Merci. Avec joie, merci à toi. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Au nom du clan avec Audrey Dana. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.